Yo, salut, c'est Samy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis lancé un défi, à savoir produire un titre et un clip, programmer la diffusion sur YouTube et la distribution sur toutes les plateformes de streaming et tout ça en une semaine. Je te raconte tout ça juste après ça. Dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec toi le process complet entre le moment où un artiste, en l'occurrence ici moi, a une idée pour un titre et le moment où ce titre est disponible à l'écoute dans le monde entier. Je me suis lancé le défi de faire ça en une semaine et je vais tout expliquer étape par étape, de la production du titre à la production du clip, la réalisation de visuels, les démarches administratives avec le dépôt à la SACEM, notamment la distribution digitale et puis aussi quelques petites étapes clés au niveau de la promotion. J'ai essayé de faire la vidéo la plus complète possible en mode guide. Ça va être un petit peu long, mais j'ai tout chapitré pour rendre la navigation plus fluide. Donc n'hésite pas à aller directement vers la partie qui t'intéresse si tu as une question particulière. Pour chaque étape, j'ai essayé d'être le plus concis possible. Donc si tu souhaites avoir davantage d'explications ou si tu as des questions sur quelque chose que j'explique, n'hésite surtout pas à me poser ces questions en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Et bien sûr, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça permet de me soutenir et ça me donne de la motivation pour sortir de nouvelles vidéos. C'est l'été, donc j'avais envie de faire un titre dance bien typé qui reste dans la tête. Mais souvent le plus dur c'est de commencer. Donc moi j'ai un truc pour me faciliter la tâche, c'est mon téléphone cellulaire. Et oui, parce que dès que j'ai une idée de mélodie qui me vient dans la tête, ce qui arrive relativement souvent, je ne suis pas forcément à mon studio pour l'enregistrer, et donc j'utilise la fonction dictaphone de mon téléphone pour enregistrer cette petite mélodie. C'est souvent une sorte un peu de yaourt dégueulasse, mais au moins je l'ai quelque part et je sais que je peux aller la retrouver à un moment donné. Donc pour ce titre, je me suis dit je vais aller piocher dans mes enregistrements et j'ai trouvé ça. C'est brut de décoffrage, mais bon, c'est un peu plus précis dans ma tête, donc c'est un bon point de départ. Donc ensuite, direction le piano pour trouver une progression harmonique qui colle. À ce stade-là, l'idée est de trouver une séquence d'accords simple et efficace pour me faire une base de travail. Après donc direction Cubase pour commencer la production de ce titre et surtout écrire des paroles. Pour être bien dans le mood pour écrire les paroles, j'ai d'abord posé une ligne rythmique et une basse comme ça. Puis après j'ai fait ce qu'on appelle un top line. Un top line c'est la mélodie de la voix que je veux avoir sur mon morceau. Donc je commence à chanter un petit peu en yaourt dans tous les sens sur ma mélodie à base de bam bidam bam bam, de la la la, de bidou de pop 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 pop. Enfin tu vois ce que je veux dire. Puis une fois que j'ai un bon yaourt, il faut remplacer ce yaourt par des mots. J'ai pensé aux morceaux dance que j'écoutais dans ma jeunesse, j'ai réfléchi à des paroles hyper clichés à base de baby, à base de love, à base de feel, tous ces mots qu'on retrouve dans tous les titres dance. Et puis après au moins 15 minutes d'écriture, je suis arrivé à ça. It's Saturday night, you're wearing a dress. The timing is right, I can control my breath. I'm hooked on this feeling when I see you smile. Baby, take my hand, let's go on a ride. I would like to feel you closer. Make this moment last forever. Yeah, that you feel somebody, need somebody, love somebody, know it's true. That's when you feel somebody, need somebody, love somebody, you know it's true.
Donc là c'était bon, j'avais tous mes ingrédients, une bonne base rythmique, des paroles, je n'avais plus qu'à passer à la production, ce qui m'a pris environ 2 jours et demi. Voilà ce que j'ai fait sur ce titre, on se retrouve tout de suite dans mon séquenceur et je suis désolé pour les petits problèmes de son qui peuvent se passer à certains moments de la séquence qui suit. C'est parti! Donc nous voilà sur mon Cubase pour vous montrer un petit peu comment j'ai créé ce morceau, You Know It's True. On va regarder un petit peu les différents sons qu'il y a dans ce titre, les différents instruments, les différents VST que j'ai utilisés. Après, je vous montrerai rapidement comment j'ai mixé ce morceau-là. Et on terminera par regarder un petit peu les différents traitements que j'ai appliqués sur mon bus master. Allez, c'est parti. Alors, on commence par la section rythmique avec un kick pour commencer. Voilà, hein, un kick simple, efficace. J'ai rajouté des petits hi-hats par-dessus. On continue avec la section rythmique toujours, les claps. Alors j'aime bien donner un petit peu d'épaisseur à tout ça. J'ai doublé donc du coup avec la snare, vous pouvez écouter là. Et j'ai également des clics, des doigts qui claquent, hein, des clics de doigts qui viennent agrémenter tout ça. Donc quand on écoute les claps, le snare et les clics qui tombent un petit peu ensemble, alors c'est pas forcément tout le temps, je fais arriver les clics tous les 2 fois, il y a des moments où il n'y a pas de snare et de clap. Voilà, ça me permet d'avoir un snare un petit peu plus épais. Après, j'ai un petit shaker avec une rythmique un petit peu saccadée. Le shaker, c'est toujours efficace. Et on rajoute avec, j'ai fait une petite descente de tom ici. Voilà, et on a également une montée typique dance. Voilà, une petite montée comme ça. Donc la section rythmique tout ensemble, ça nous donne ça. Et voilà la section rythmique qui est plutôt cool. Après j'ai rajouté ici des petits agréments comme ça. Une sorte de petite cymbale qui se prolonge, un impact. Voilà, pareil, même style, cymbale. Et puis un truc un peu comme un sub qui tape. Voilà, ouais, celui-là il est un peu plus bas. Et ça j'aime bien, c'est grande cassa. C'est un instrument d'orchestre. Cet instrument d'orchestre, c'est l'Orchestral Suite de chez Falcon. Donc grande cassa, j'ai tout un tas. J'ai utilisé un peu d'orchestre un peu plus tard dans le morceau, je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça fait tout ça un petit peu mes percus. Ensuite la basse. Ma basse, elle est construite sur 3 sons de basse. Donc un son, en fait je fais plusieurs couches pour avoir un son bien épais avec une basse qui est un petit peu plus dans les hauts médiums, une basse dans les bas médiums et une basse qui est dans les subs. Ma première basse, c'est celle-ci que j'ai faite avec le Bassmaster, qui est un petit plug bien sympa. Donc ça, c'est la première basse qui est faite avec le Bassmaster. Une deuxième basse que j'ai faite avec un autre plugin qui s'appelle Monument Bass. Ça donne ça. Et ensuite un sub, là on va descendre donc du coup dans le registre fréquentiel, on va aller un petit peu plus bas pour bien compléter mon spectre. Et pour ça j'utilise Serum. Serum que voici avec un preset qui s'appelle Bass Butter et qui est bien sub, bien cool. Et voilà.
Donc ça c'est mon sub. Toutes mes basses ensemble. J'ai une autre petite basse qui arrive à la fin. Une autre basse qui arrive à la fin que j'ai appelée basse Rackle, que j'ai faite également avec Serum. Donc une basse un petit peu plus hard. Voilà, et toutes mes lignes de basse ensemble, du coup, ça donne ça. Donc, on a une ligne de basse qui est bien épaisse, bien cool, comme on les aime pour de la dance. Ensuite, on va partir sur les synthétiseurs. Les synthétiseurs, je commence avec un synthétiseur un peu en mode So, Si. Et c'est pareil, c'est du Serum. C'est celui-ci. Et ça nous donne ça. Voilà, un synthé bien agressif. On continue avec un deuxième synthé que là j'ai fait avec un autre plug qui s'appelle Hybrid. Hybrid, alors c'est un vieux plug que j'utilise depuis vraiment très longtemps, mais je trouve qu'il y a des sons typés dance vintage qui sont vraiment, vraiment cool à l'intérieur. Ça donne ça. Donc un pad plutôt sympa. Un autre Serum avec une petite mélodie. Donc hop, c'est toujours un Serum. Je vous l'affiche, il est là. Donc un lead, j'ai des leads à des pads, un ensemble de synthé. On continue parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. On arrive après, j'ai fait une sorte d'effet wobble, un droite-gauche, avec un synthé que j'ai harmonisé. Donc on a un premier côté de ce wobble qui est ici. Donc il va sonner plus en fait à gauche avec le delay qui tape à droite et l'autre va taper à droite avec le delay qui tape à gauche. Donc je vous fais écouter l'autre côté. Voilà, et avec les deux ensemble, ça nous donne ça. Voilà pour nos side wobble que j'ai appelé. Et on finit par de l'orchestre. Voilà, de l'orchestre. Alors là, pour ça, j'ai utilisé encore une fois Falcon Orchestral Suite. Là, j'ai mis tout l'orchestre en mode vélocité. Et donc, histoire d'avoir des grandes notes qui viennent par-dessus tout ça. Donc là, j'ai un orchestre entier sur ce morceau. Donc tous mes synthés ensemble, ça donne ça. Côté à la fois épique, dance, mélange de styles, mélange de styles. Moi j'aime bien mélanger les styles. Ensuite, eh bien, j'ai des voix féminines. Donc là, ce sont des samples que j'ai utilisés, que j'ai repitchés, que j'ai découpés, que j'ai positionnés un petit peu tout au long du morceau, avec des I feel it, des makes me lose my mind, des un peu dans tous les sens. Je vous fais écouter un A par exemple, le A qui est vachement dense. Alors comme vous voyez, celui-là je l'ai pitché, je le fais tourner de droite à gauche. J'espère que vous écoutez au casque pour bien profiter de toutes les nuances. Après j'ai du I feel it ici, vous allez voir. Hop.
Donc voilà, hein, c'est des phrases que j'ai un petit peu découpées, j'ai remis des morceaux par-ci par-là, j'ai édité, histoire que ça fonctionne bien. Et on termine avec ma voix. Ma voix, moi je procède souvent de cette manière-là. J'enregistre en fait plusieurs fois ma voix, un peu haut, un peu plus bas, et en fait en multipliant les couches de voix, eh bien j'arrive à un truc qui est assez cool, assez puissant. Et c'est une voix qui s'intègre plutôt bien pour ce style de musique. Somebody, need somebody, love somebody, you know. Voilà, après j'ai ma boucle, ça se termine. Alors, faut savoir que sur ma voix, il n'y a pas d'autotune. Tous les petites modulations qu'on peut entendre, les petits artefacts qui peuvent donner un peu l'impression de l'autotune, c'est en fait tout un tas d'effets que je mets dessus. Je mets du chorus, beaucoup de chorus. Je mets du delay. Il y a un petit peu de flanger. Enfin voilà, il y a plein. Il y a des imageurs stéréo. Il y a plein de trucs histoire de donner cette grosse épaisseur. Et donc tout ça ensemble, ça nous donne ça. Ça nous donne le morceau. Ça nous donne le morceau. Allez, maintenant je vous propose qu'on aille jeter un petit coup d'œil à la mix console, à ma console de mixage, qu'on voit un petit peu comment j'ai organisé tout ça, et on va aller jeter surtout un œil à notre bus master. C'est parti. Donc nous voici sur notre mix console. Donc je sais pas s'il y en a sûrement parmi vous qui sont familiers avec Cubase. Moi j'aime bien travailler par couleur, hein, donc je regroupe, vous voyez, ce qui est le rouge, c'est tout ce qui va être percussif. Là c'est les petits ajouts que j'ai fait au niveau des cymbales, des impacts et tout ça. Ensuite j'ai ma basse qui est en orange, j'ai mes synthés en violet. Les différentes nuances de rose, ce sont les voix féminines, et les différentes nuances de vert, ce sont les voix masculines, à savoir ma voix. Ensuite, en fonction des couleurs, tout ça va dans des bus. Donc là, j'ai par exemple un bus pour un break, un bus simplement pour mon It's True. Après, j'ai un bus juste pour la batterie, un bus juste pour ça que j'ai appelé les FX, c'est mes petits ajouts, un bus pour la basse, un bus pour la voix. Un bus pour le break voix, ils sont là mes bus, ça ce sont des groupes, donc les voix ensemble qui vont à l'intérieur de ce bus, donc ce qui est bleu va dans le bleu, ce qui est vert va dans le vert, et ainsi de suite. Ensuite, au niveau des effets, moi j'utilise pas mal de plugins de stéréo. J'aime bien notamment Stereo Savage, c'est ça qui est sympa. Au niveau des delays que j'utilise du H-Delay, donc de chez Waves, qui est plutôt cool. J'utilise pas mal Shade. Ici, je me rappelle plus de l'éditeur de Shade, c'est UVI aussi, bah oui, c'est un plug de chez UVI. Shade, il me permet de me créer un petit peu, de faire bouger un petit peu certaines pistes. Et j'aime bien aussi son compresseur multibande qui est plutôt pas mal. Donc voilà, il n'y a rien de fantastique. Après, bien évidemment, de l'EQ, j'utilise la suite FabFilter, donc j'utilise pas mal le ProQ. Et puis il y a Pancake aussi. Pancake, c'est un petit plugin comme ça que j'aime bien, qui me permet de faire bouger la voix de droite à gauche, enfin de faire bouger la voix ou de faire bouger en fait n'importe quel élément. C'est pas mal pour des percus, si on veut un shaker qui aille de droite à gauche. Tout à l'heure, quand on a entendu la voix de la nana qui faisait whoop, qui passait, ou pardon, je tape dans le micro, et la voix de la nana qui passait de droite à gauche, c'est du Pancake. C'est un plugin qui est gratuit et qui est de Cable Guys. C'est un bon plug, c'est cool. Maintenant, allez, je vous propose qu'on aille jeter un œil à mon bus master et à voir comment j'ai traité tout ça. Alors, le bus master, il est ici, mon bus master. Sur mon bus master, j'ai donc au début une tranche de console, un égaliseur, un compresseur multibande, un limiteur,
un plugin, c'est Isotope, que j'utilise uniquement pour la stéréo, et un autre Pro Q, un autre EQ pour des petits ajustements. Le WLM de chez Waves qui va me permettre en fait de vérifier ma loudness et de me mettre un autre limiteur sur ma piste. Et après j'ai encore un autre limiteur ici, mais cet autre limiteur il est purement visuel, c'est pour voir mon signal en bout de chaîne pour vérifier qu'il soit pas trop éclaté au sol, pas trop compressé, pas trop écrasé. Alors on va aller voir ici qu'est-ce qui se passe. Je vais tout d'abord couper tous mes plugs. Alors le dernier petit plug ici, c'est ce qui me permet d'envoyer le son dans mon logiciel de capture, dans OBS. Donc celui-ci, il n'a rien à voir avec le mixage. C'est pour que je puisse parler et qu'en même temps, vous puissiez entendre la musique. Donc voici la piste sans... voici la piste donc sans le mastering. Voilà, et on va faire la même avec tous les éléments. Et ça donne ça. Je pense que même sans casque, vous devriez entendre la différence à ce niveau-là. Alors, on revient dessus. Hop, alors... Ma tranche de console, étant donné que je mixe assez bas, elle va être là pour me donner un petit peu plus de volume en entrée. Et j'aime bien, c'est une channel, c'est une SSL, j'aime bien la petite couleur que ça donne. C'est très léger, j'en mets sur plusieurs bus également. Ensuite, je commence par un égaliseur, un Pro Q avec lequel je coupe un petit peu de bas. Tout simplement parce que lorsque je vais limiter ma track, il y a beaucoup d'informations dans le bas. C'est des informations qu'on va peut-être pas forcément percevoir, qui sont de l'ordre plus du ressenti, mais quand c'est très très riche dans le bas et qu'on monte le limiting, eh bien on peut se retrouver avec de la saturation très très rapide, alors qu'on n'a pas atteint notre volume cible, le volume qu'on voudrait avoir. Donc c'est pour ça que je décaisse un peu toujours dans le bas du spectre au niveau de mon bus master. Ensuite, un Pro MB. Le Pro MB, c'est un compresseur multibande où j'y mets un petit boost au niveau des basses et un petit boost au niveau des aigus. Voilà, mon compresseur multibande. Je peux vous faire écouter qu'est-ce que ça donne avec et sans le compresseur multibande. Donc, on va commencer sans. Donc là on se rend bien compte, hein, c'est hyper clair que mon compresseur multibande il permet de me faire respirer ma chanson. Tout d'un coup quand je l'active, c'est un petit peu comme si ça respirait, ça s'ouvre quoi. J'ai mes basses, tout est beaucoup plus clair, beaucoup plus défini. J'ai des aigus qui sont plus précis, j'ai des basses qui tapent plus. Il faut savoir aussi que ça met en avant un peu le côté mon sidechain. J'ai mis un sidechain sur la basse, bien sûr. Si vous ne savez pas ce que c'est un sidechain, je pourrais éventuellement vous l'expliquer, mais grosso modo, c'est lorsque un sidechain, c'est lorsqu'il y a un effet qui n'est pas appliqué en permanence sur une piste, mais qui est déclenché par une autre piste. En l'occurrence, là, sur ma basse, sur mon bus de basse, j'y mets un compresseur, et ce compresseur ne compresse pas ma ligne de basse en permanence, il compresse ma ligne de basse uniquement lorsque des informations lui sont envoyées par une autre piste, à savoir ma piste de kick, parce que quand on a un kick et qu'on a une basse, ils sont tous les deux dans le bas du spectre, donc on peut avoir un effet de masquage, c'est-à-dire on a les mêmes fréquences, donc les mêmes fréquences sur notre ligne de basse et sur notre kick. Résultat, quand le kick tape, eh ben c'est brouillon, quoi. On n'entend pas vraiment le kick, on n'entend pas vraiment la basse. Donc en activant un compresseur sur la basse déclenché par le kick, ça permet qu'à chaque fois que le kick
tape, ma basse soit un petit peu compressée et ça fait ressortir du coup la frappe de mon kick, ce qui donne un peu cet effet de pompage. Et le Pro MB sur mon Bushmaster permet vraiment de révéler, je trouve, cet effet-là. Ensuite, on continue avec un limiteur. Donc là, un limiteur que j'ai bien gavé hein, à 9 dB. Donc j'ai rajouté là carrément un 9 dB à ma piste. On voit sur le graphique que je garde malgré tout de la dynamique. Ça me permet d'écréter un peu mon signal, mais sans le mettre en mode coupe à la brosse, je veux garder de la respiration, je veux garder de la dynamique sur ce morceau-là. Et puis après, je vais ajuster encore ça avec un autre limiteur sur mon WLM en fin de chaîne. Ensuite, j'utilise Isotope Ozone, c'est un vieux Ozone, c'est le 7, et là j'utilise simplement l'imageur stéréo à l'intérieur, l'imageur stéréo qui va me servir à travailler mon image stéréo, à ouvrir encore un petit peu plus ma piste. On écoute la différence avec et sans, donc là on va mettre sans. Bon, là encore une fois c'est évident la différence entre avec et sans l'imageur. Alors ce que je fais aussi, là je peux pas vous le faire écouter, mais je fais toujours un contrôle en mono, parce que c'est bien beau de mettre beaucoup, de travailler énormément l'image stéréo, de mettre beaucoup d'effets qui vont à droite et à gauche, mais si après on se retrouve à écouter le morceau sur un système mono, eh ben, ça peut vite être dégueulasse, parce que au système mono tout est au centre, donc on va perdre certains éléments, il y en a d'autres qui vont s'empiler un peu au milieu. Donc je fais toujours, j'ai un Monicon ici qui me permet de passer du mode stéréo au mode mono sur mes enceintes pour toujours vérifier que je suis bien équilibré, que je suis en phase avec mon morceau, que j'ai pas trop de déphasage. Ensuite, j'ai un autre Pro Q. Alors, pourquoi mettre un autre Pro Q ici, sur lequel j'ai ajouté pas mal d'aigus? Eh bien, ça, c'est une correction que j'ai faite dans un second temps, après avoir contrôler mon morceau sur différents systèmes d'écoute, notamment sur ma chaîne hi-fi que j'ai dans mon salon, avec des enceintes qui sont vraiment top, auxquelles je fais vraiment confiance. Et je me suis rendu compte que j'étais encore un petit peu étouffé. J'ai un égaliseur hein, sur mon ampli de salon, donc avec des basses, des aigus et des mids, et je me suis rendu compte qu'en boostant mes aigus, j'arrivais en fait au son que je voulais avoir sur ce système d'écoute là. Et donc ce que j'ai fait, bien c'est j'ai rajouté des aigus sur mon morceau. On écoute ce que ça fait sans, et vous allez voir la différence avec. Donc encore une fois, là on se rend bien compte de la différence, ça me rajoute de la brillance sur mes cymbales, ma voix est un peu plus distincte, même au niveau de l'impact du kick, enfin je trouve que ça me rajoute cette petite brillance sur le morceau que je cherchais en fait. On termine par le WLM stéréo, WLM plus stéréo de chez Waves, qui est un loudness meter. Donc là, c'est pour vérifier la loudness de mon morceau. Je mets une target, une cible à -10. Je fais un limiting en true peak à -1, donc c'est-à-dire que je fais en sorte que ça ne dépasse jamais les -1 dB pour me laisser une petite marge. Et puis voilà, donc là on est sur la fin du morceau, ça va taper assez fort. Voilà, elle tape un petit peu fort à ce moment-là. Là, bon, ça m'a pas fait le calcul, ça fait le calcul sur toute la piste. Là, on écoute que le morceau qui est très fort. Donc, l'analyse à long terme, elle
elle est pas vraiment juste. En réalité, on tape aux alentours de -10 sur tout le morceau, et sur les moments qui sont un peu plus forts et avec les moments qui sont un peu moins forts, ça me fait une moyenne. Je veux un -10 à l'UFS sur l'ensemble du morceau. Normalement, j'ai -10 ici, et là, bon, sur cette petite partie, on est sur du -7, donc un petit peu plus fort, mais bon, c'est pas grave, hein. Ce qui est important, c'est le ressenti et le volume, c'est le ressenti d'ensemble, s'assurer qu'on n'a pas de distorsion dégueulasse, bien aller checker ça sur différents systèmes d'écoute, au casque, sur des petites enceintes un peu dégueu, sur des systèmes un peu meilleurs, et puis quand on est à peu près content de notre résultat partout, eh ben, on peut dire que c'est bingo. Voici pour ce que j'ai fait sur ce morceau dans Cubase. Pour aller avec ce titre et pour rendre cette sortie vraiment efficace, je me suis dit, vas-y, fais un clip. Je voulais un petit peu reprendre l'idée de mon clip Vegan Cannibal que vous pouvez retrouver sur ma chaîne avec le making-of que j'ai fait il y a quelques années. À l'époque, j'avais incarné 3 personnages devant un fond noir. Là, je me suis dit, tu vas faire un petit peu la même chose, mais on va remplacer le fond noir par un fond vert afin de pouvoir faire de l'incrustation et de pouvoir mettre des fonds de couleur derrière moi. J'ai passé quelques heures à faire des tests, à bien tendre mon drap, à bien positionner l'éclairage et à bien régler ma caméra. À la base, je voulais me filmer de plein pied, mais c'était un petit peu trop galère dans mon studio parce que je manquais de recul, donc j'ai finalement opté pour un plan américain, c'est-à-dire coupé à la taille, un plan statique auquel j'ai rajouté des effets de mouvement avec des zooms dynamiques lors de la post-production. J'ai ensuite choisi 3 tenues qui étaient bien différentes et bien flashy, et tout était prêt pour mon tournage le jour suivant. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite dans DaVinci Resolve où je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment j'ai procédé. Let's go! Donc nous voici devant DaVinci Resolve, le logiciel que j'ai utilisé pour le montage de ce clip. L'idée pour moi, elle était très simple, c'était en fait de me filmer en train de faire n'importe quoi en ayant derrière des couleurs qui alternent, qui soient vachement flashy avec un montage hyper dynamique. Pour cela, j'ai choisi 3 tenues et j'ai interprété la chanson en intégralité 2 fois dans chacune de ces tenues. Et après, j'ai fait une 7e prise avec la banane et en gros plan en train de faire encore n'importe quoi. Une fois que j'avais toutes ces pistes-là, donc là je vais vous en montrer par exemple une, celle-ci, voilà, c'est une de mes prises avec la casquette, donc en intégralité, donc hop, il y a des moments, il y a des gros moments de flottement hein, dans chacune de ces prises. Donc voilà, je vous laisse un peu tourner, hein, donc on peut reconnaître certains plans qui sont dans cette prise, qui sont aussi dans mon clip. Donc la première étape, ça a été de faire ce que j'appelle, c'est dérusher. Dérusher, c'est-à-dire je prends l'intégralité de mes prises et finalement j'isole uniquement tous les moments qui sont potentiellement exploitables. Parce qu'il y a plein de moments où je ne suis pas par exemple en synchro avec les lèvres, où je fais des mouvements qui n'ont rien à voir. Et donc là, mon objectif, en fait, ça a été de décaisser au maximum, de garder sur chacune de mes prises les mouvements qui étaient le plus intéressants, les mouvements que je pouvais potentiellement intégrer à mon clip. Ensuite, je suis passé au montage. Donc, mon montage, il est simple. Hein, vous voyez, là, sur chacune des lignes, j'ai une de mes pistes. Donc là, sur celle-ci, j'ai un blouson. Sur celle-ci, j'ai un blouson. Sur cette piste là je suis voilà en mode en gros plan, sur cette piste là je suis en Marcel, et ensuite bah, c'est un puzzle quoi, hein. On découpe le clip en fonction de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas pour avoir quelque chose de dynamique. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon, mon montage, il est ce qu'il est. C'est ce que j'ai réussi à obtenir de mieux à partir de mes captations. Maintenant, la question qui va peut-être vous intéresser, c'est comment j'ai procédé avec ce fond vert. Parce qu'il faut savoir que tourner avec un fond vert, on sait, tout le monde sait en fait, sans trop savoir peut-être pourquoi, qu'il faut utiliser un fond vert si on veut faire de l'incrustation. Mais comment ça marche? En fait, la réalité, c'est pourquoi on utilise un fond vert? On pourrait
en réalité faire de l'incrustation avec des fonds de n'importe quelle couleur, mais le fond vert, le vert en fait c'est la couleur que l'on n'a pas sur le corps humain. Donc en fait c'est très facile de détourer, d'enlever du vert sans altérer, sans enlever un élément. Si par exemple je tournais devant un fond noir et que je voulais enlever du noir, ben, étant donné que j'ai du noir un peu dans mes yeux ou que mes sourcils, mes cheveux sont un petit peu foncés en fonction de la lumière, ben, ça m'enlèverait aussi tout ça. Si je tournais avec ce t-shirt, ben, je n'aurais plus de t-shirt en enlevant le noir puisque ça enlève le noir sur toute l'image. Donc quand on tourne devant un fond vert, déjà la première chose, c'est éviter d'avoir du vert sur soi. Parce que si j'enlève le vert, ben, je vais également enlever le vert que j'ai sur moi. Ça pourrait être cool pour avoir un effet, par exemple, si j'ai un carré vert sur mon t-shirt, je pourrais enlever ce que j'ai à l'intérieur de mon t-shirt et faire une incrustation à l'intérieur. Mais là, c'est pas trop ce que j'avais envie de faire. Donc là, je fais en sorte de prendre des vêtements qui n'avaient pas de vert dessus, de manière à pouvoir facilement enlever l'arrière. Mais le souci, c'est que comme vous pouvez voir sur ce plan-là, si j'enlève du coup mon incrustateur 3D, on se rend compte que mon Marcel, bah, il était un petit peu verdâtre, enfin il était jaune fluo. Et lorsque j'ai enlevé le vert, bah, ça a également enlevé le vert qu'il y a à l'intérieur de mon t-shirt. Et c'est pour ça que mon t-shirt, il apparaît orange lorsque j'enlève mon fond. Une chose qui est importante, bien évidemment, pour avoir un fond, il faut que votre fond vert soit le plus clean possible. Donc là, derrière moi, on voit le fond, il est quand même relativement bien tendu, parce qu'en fait, s'il n'est pas droit, eh bien, il va y avoir de l'ombre et ça va faire du coup des nuances de vert, voire du gris, voire des choses comme ça. Et ça, c'est autant de petits détails qui vont pas partir lorsqu'on va demander d'enlever. Moi, je demande d'enlever du vert, je ne demande pas d'enlever du gris, je ne demande pas d'enlever... Donc c'est compliqué, il vaut mieux avoir une surface qui soit bien unie derrière. Pour ça... deux choses sont super importantes. La première chose, c'est que le fond vert soit bien tendu, essayez de bien le tendre, de bien le repasser. Et la deuxième chose, c'est surtout de bien l'éclairer et de l'éclairer uniformément. Pour ça, moi, j'ai utilisé deux spots, deux lightbox. J'ai une lightbox à droite de l'écran et une lightbox à gauche de l'écran. Et j'avais aussi une lightbox sur moi en façade pour moi m'éclairer. Maintenant, comment on fait dans DaVinci Resolve pour enlever un fond vert comme ça? Je vous montre ça tout de suite. Alors pour vous montrer tout ça, je vais faire ça avec un projet, un nouveau projet, quelque chose de clean, sans aucun autre élément, comme ça je ne vais pas aller niquer mon montage. On va commencer par ajouter à l'intérieur de DaVinci, on va commencer par y ajouter, pardon, ça fait tutut, je clique trop vite, on va commencer par y ajouter une vidéo avec un fond vert. Donc là par exemple, voici un de mes rushs de l'autre jour, donc je ne sais plus trop lequel c'est, mais je vais hop l'amener et le glisser dans ma bibliothèque de médias. Je modifie mon truc. Hop, voilà, mon fichier est dans mon logiciel, donc il est bien là. Je vais l'amener sur ma timeline. Hop, on est à cet endroit-là. Donc là, il est bien sur ma timeline. Si je joue, je vais avoir mon fichier. Donc on va me voir arriver. Voilà, je me suis mis en place devant mon truc. Voilà, je me replie. Vous pouvez voir d'ailleurs la superbe étiquette sur mon costume tout neuf. Voilà, donc on se met sur un plan, par exemple, on va se mettre sur ce plan là. On va raccourcir, hein, on va se faire une petite boucle, on va couper ça comme ça. Hop. Ça va suffire. Voilà, donc là j'ai mon plan qui est comme ça. Là, la première chose à faire, c'est aller dans Effets. On va aller dans OpenFX, pardon, et on va aller chercher un outil qui s'appelle Incrustateur 3D. L'incrustateur 3D, ensuite je vais le prendre et je vais le faire glisser sur ma piste. Une fois que mon incrustateur 3D est sur ma piste, je vais aller, il va falloir que j'aille choisir les couleurs que je veux virer sur mon plan. On se rend compte d'ailleurs que même si je suis bien éclairé, ici c'est quand même un petit peu plus clair qu'ici. Pour ça, je vais commencer par mettre l'affichage de ma timeline. Je vais commencer par mettre l'affiche de mon plan, pardon, en affichage OpenFX.
je mets ça en OpenFX. Et ensuite, je vais aller dans mon contour, ici, on se rend compte, j'ai contour. Je vais aller simplement cliquer à l'intérieur de ma zone et je vais aller sélectionner le vert qu'il y a autour jusqu'à ce que ce soit le noir complet. Donc là, on voit, c'est le noir complet. Hop, je lâche. Là, ça m'a fait, donc ça m'a déjà complètement enlevé une grosse partie. Oh mince, je viens de recliquer. Donc on va le refaire. Ah mince, on réinitialise. On fait ça. On refait la même manip. Hop. Donc on se rend compte, ça m'a enlevé une énorme partie, on va dire 90%, 99% même du vert que j'ai autour de moi. Mais on peut se rendre compte que j'ai encore un petit liseré vert autour de moi. Alors pour ça, ça va être très très simple. On va aller sur nettoyer et on va avancer le petit curseur du nettoyer. Ben là, il va jusqu'au maximum. Et là, ça m'a enlevé le vert qui me reste autour. On voit, il y a du vert, il n'y a plus de vert. Et là, je peux jouer mon plan. Et voilà, mon plan est détouré. Ah oui, tiens, là, on se rend compte qu'à ce moment-là, il y a une petite tache qui apparaît. Donc si ça nous arrive d'avoir une petite tache qui apparaît, je reste à cet endroit-là et je refais la même manipulation à ce moment-là du clip. Voilà. Toujours en faisant ça. C'est pour aller corriger. Hop, je mets bien partout. Allez, on rejoue. On vérifie notre plan. Et là, on se rend bien compte que notre plan, il est nickel, complètement détouré. Maintenant, comment faire pour rajouter un arrière-plan derrière ça? Eh bien, ça va être super simple. On va revenir, on va aller chercher une couleur. Bon, ben là, on va revenir dans notre dossier ici. On va aller chercher, par exemple, la couleur rouge avec un petit liseré blanc. Et ma couleur rouge, hop, je la pose sur ma timeline. Là, on se rend compte que c'est tout rouge parce que en fait, il faut que ce soit l'inverse, que ma piste vidéo soit au-dessus. Donc, je me mets bien au-dessus, je la fais glisser. Et voilà comment ça se passe. Je suis bien devant un fond uni et je peux mettre ce que je veux en incrustation derrière. Si je voulais mettre une vidéo, hop, je pourrais mettre une vidéo comme ça, un truc un peu psychédélique, et ça marche de la même manière. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça pour faire une incrustation. Donc j'ai un bon éclairage, un bon fond vert, un bon acteur, c'est pas mal. Et après, il faut arriver à faire un montage dynamique avec les transitions au bon moment, avec les changements de plan qui soient bien efficaces, des bons raccords. Et puis voilà. Pour vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé, j'ai mis en place donc le studio avec le fond vert et les lumières le lundi après-midi. J'ai fait quelques tests pour me rendre compte si c'était bien, pour voir comment était le cadrage, pour voir où positionner l'appareil photo. Et une fois que donc tout ça c'était prêt, j'ai fait le tournage le lendemain, le mardi, et en fait j'ai commencé à tourner à 13h. J'ai commencé à tourner à 13h et à 19h30, mon montage était terminé. Donc c'était vraiment un process qui était hyper rapide puisque là on n'est pas sur un script compliqué au niveau du montage. Les plans sont simples puisque je suis toujours en plan américain, je suis toujours coupé à la taille et je suis toujours au même endroit, il y a toujours la même lumière. Donc c'est un moyen de faire un clip qui est vraiment un rendu qui soit cool tout en étant rapide et relativement simple à exécuter, à réaliser. Donc voilà, hein, de 1h à 19h30, ça fait 6h30 pour faire un tournage et pour faire pour dérusher, ce qui est finalement assez long, et après pour faire le montage. Donc 6h30 finalement pour avoir un produit fini au niveau d'un vidéoclip, c'est relativement imbattable et je trouve que le résultat il est plutôt pas mal.
La deuxième chose que j'ai faite, bien sûr, c'est pour mes arrière-plans, je les ai fait dans Photoshop. Donc, j'ai simplement pris un canevas qui faisait la taille de mon écran, donc en 1920 par 1080. Et après, j'ai simplement choisi des couleurs qui me plaisaient pas mal. J'ai rajouté cet effet, comme on a vu là, si je fais CTRL-Z, voilà où ça revient. Non, c'est là que je vire. Voilà, c'est des fonds comme ça que j'ai fait de toutes les couleurs à l'intérieur de Photoshop. Sur les conseils d'un ami réalisateur, au début j'avais mis des couleurs qui étaient pleines, mais c'était pas vraiment, ça se détachait pas super du fond, ça faisait un petit peu bizarre. Donc sur ces conseils, j'ai mis un dégradé radial qui part du centre de l'image vers l'extérieur, donc avec du blanc au centre qui va vers la couleur pleine. Et ça me permet d'avoir effectivement un rendu super cool. On a l'impression que j'ai un spot qui me tape au milieu du dos. Et je trouve ça super efficace, notamment pour la profondeur de champ à cet endroit-là, quoi. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur la manière dont j'ai réalisé ce clip. Et donc voilà, hein, c'est pas hyper compliqué. Un truc qui est bien, c'est de savoir, c'est que DaVinci Resolve, c'est un logiciel qui est 100% gratuit. Et les arrière-plans, moi je les ai fait avec Photoshop, mais vous pouvez complètement les faire avec Canva aussi. Donc en fait, un drap vert, ça se trouve, hein, on en trouve sur internet. Moi le mien, j'ai acheté un kit sur Amazon avec un drap vert, un drap noir et un drap blanc. Pareil pour mes lumières, c'est pas un très gros investissement. On peut l'utiliser en plus pour super créativement pour faire plein de choses. Et donc logiciel de montage gratuit pour faire des fonds. Canva, c'est une super option pour avoir des trucs de qualité. Donc c'est pas un énorme budget finalement, il faut avoir un bon appareil photo, c'est sûr, mais hormis ça, c'est du DIY, c'est du 100% fait maison avec des moyens relativement limités. Voilà comment j'ai fait ce clip, j'espère que ça vous a plu. Maintenant que mon titre et mon clip sont finalisés, il me manque 2 étapes avant de pouvoir programmer ma sortie digitale. Ce ne sont pas les étapes les plus fun car il s'agit un petit peu d'étapes administratives. Tout d'abord, la déclaration SACEM qui me permet d'un côté de protéger mon titre en me déclarant comme auteur-compositeur. Le fait que mon titre soit enregistré à la SACEM permet également à celle-ci de pouvoir collecter les royalties générées si toutefois mon titre est diffusé à la radio par exemple. La SACEM permet également de récupérer une partie des revenus issus du streaming, l'autre partie m'étant directement reversée par mon distributeur digital. La deuxième étape administrative à effectuer, c'est l'obtention d'un code ISRC. Un code ISRC est un identifiant unique pour les enregistrements sonores et audiovisuels. Il permet de suivre, gérer et monétiser les droits des œuvres musicales. Chaque enregistrement a un code ISRC unique. Ce code facilite la gestion des droits sur les morceaux et permet aux titulaires de ces droits de percevoir des redevances. En distribution digitale, il est utilisé pour suivre le nombre d'écoutes et le nombre de ventes. Les plateformes de streaming peuvent te fournir automatiquement un code ISRC si tu n'en as pas, mais je te recommande de faire la demande toi-même en ton nom et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est facile, rapide et gratuit sur le site de la SCPP. Ensuite, en générant tes propres codes ISRC, tu gardes le contrôle total sur tes enregistrements parce que tes codes sont générés en ton nom et ce n'est pas une tierce personne ou un distributeur digital qui les commande en son nom. De plus, avoir tes propres codes ISRC garantit une transparence totale puisque en fait tu ne dépends pas des informations qui sont fournies par ton distributeur, c'est toi-même qui fournis les informations. Ensuite, les codes ISRC générés par des institutions officielles comme la SCPP sont généralement mieux acceptés et reconnus par les organisations de gestion de droits comme la SACEM et autres. En fait, ça te permet simplement de maintenir une plus grande indépendance en tant qu'artiste ou producteur. En somme, en générant les codes ISRC toi-même, tu gardes le contrôle total sur ta musique. Allez, c'est parti, je te montre comment générer un code ISRC et comment faire une déclaration SACEM. Go! Je vais sur mon espace ISRC SCPP, je clique sur demander un nouveau ISRC pour un phonogramme, j'arrive sur le formulaire, on me demande de rentrer le titre, donc le titre c'est You Know It's True. Ensuite, je dois rentrer le nom d'artiste ou de groupe, en l'occurrence ici c'est Sammy B. Je dois renseigner la durée de mon morceau, donc mon morceau fait 2 minutes et 15 secondes.
l'année de fixation, donc l'année où le morceau sort, 2024, et je valide. Et voilà, ma demande est transmise, je recevrai mon code d'ici 24 ou 48 heures. C'est parti. Lorsque j'ai reçu ma validation, je reviens sur mon espace, je vais voir la liste de mes codes ISRC, et voilà, You Know It's True est là en début de liste, avec donc Samibi et mon code ISRC que je copie, et maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour lancer ma distribution digitale. Allez, c'est parti pour la déclaration SACEM, donc je vais sur mon espace SACEM, je me connecte à mon espace auteur-compositeur, j'accède à mon espace, je tape mon identifiant et mon code d'accès, donc voilà, que je cache, je me connecte, et c'est parti, je déclare une œuvre. Alors, voici comment se passe la déclaration d'une œuvre en ligne à la SACEM. Je clique et c'est parti. Mon genre d'œuvre, donc ici en l'occurrence c'est ce qu'on appelle du chant, parce qu'en fait il y a du chant, donc mon morceau est considéré comme un chant. Style musical, c'est pas obligatoire, mais bon, je le mets quand même. Dance music, hein, les genres de la SACEM sont pas top. Statut de l'œuvre, c'est inédit. Et combien de créateurs ont participé à cette œuvre? Un seul. Je commence ma déclaration. Allez, les informations à propos du titre maintenant. Le titre de l'œuvre, c'est You Know It's True. Sous-titre éventuel, il n'y en a pas. L'origine de l'œuvre, c'est la France. La durée de l'œuvre, c'est 2 minutes et 15 secondes. Le mouvement métronomique et tout ça, on s'en fiche. Nom, prénom de l'interprète, c'est là où je vais rentrer mon nom de groupe, en l'occurrence mon nom d'artiste, Samibi. Et je vais maintenant ajouter des fichiers à ma déclaration, à savoir mon fichier audio, et j'ajoute un autre fichier qui est les paroles, qui sont les paroles. Hop, une fois que tout ça est ajouté, je dis qu'est-ce qui est quoi. Le wave, c'est mon fichier son, et mon You Know It's True PDF, c'est mon texte. Voilà, tout est bon. Je passe à l'étape suivante. Les ayants droit, ceux qui ont les droits sur la chanson, c'est moi en l'occurrence, Samibi, je suis auteur-compositeur, je rentre mon mail et je valide. Étape suivante, les saisies des clés phono. Donc là, c'est pour la répartition des droits. Donc, je suis 50% auteur, 50% compositeur, ça me fait 100%. Il faut ensuite cliquer sur visualiser le partage pour calculer la répartition entre les DEP qui sont les droits d'exécution publique et les DR qui sont les droits radio. Voilà, donc je suis bien 50% de chaque côté, donc c'est un partage égalitaire. Mon récapitulatif de ma déclaration. Tout est bon, je n'ai plus qu'à valider par SMS. Ding ding, je reçois un petit message avec un code, je rentre mon code, je signe, et c'est bon, ma déclaration SACEM est terminée. Maintenant c'est bon, tout est prêt, ou presque, pour la sortie digitale. Il manque le visuel, la pochette qui apparaîtra sur les plateformes de streaming pour illustrer ton titre. Le format requis chez les distributeurs pour une pochette est de 3000 pixels sur 3000 pixels, donc quel que soit le logiciel ou l'application que tu utilises pour créer ta pochette, pense bien à commencer avec un projet qui a ces dimensions-là, 3000 pixels sur 3000 pixels. Pour la conception de ma pochette, j'ai utilisé Canva, qui est un outil gratuit. Pour faire un visuel, j'ai fait une capture d'écran de mon vidéoclip. Pour ça, j'ai utilisé une fonctionnalité de VLC. Et j'ai également utilisé une fonctionnalité gratuite du site adobe.com pour enlever l'arrière-plan. Je te mets les liens de tout ça bien entendu dans la description de cette vidéo et surtout je vais te montrer comment j'ai fait. Une fois que ma pochette était prête, je me suis rendu sur DistroKid, mon distributeur digital, pour programmer la sortie et là encore bien évidemment je te montre toute la procédure en images. Allez, on y va. Alors pour trouver un visuel pour ma pochette, je vais aller piocher ça dans mon clip. Donc je joue mon clip à l'intérieur de VLC jusqu'à ce que je trouve un plan qui m'intéresse, que j'ai bien envie d'utiliser comme pochette pour mon single. Et voici, donc j'aime bien ce petit plan là. Je clique droit, je vais dans vidéo, prendre une capture d'écran et c'est bon, mon fichier est bien enregistré sur mon ordinateur. Deuxième étape, il va falloir que j'enlève l'arrière-plan, je vais vous expliquer pourquoi, de cette image. Alors pour ça, je me rends sur adobe.com, Adobe Express qui propose un outil gratuit, je vous mets le lien en description pour enlever l'arrière-plan de l'image. C'est très très simple, il suffit de faire glisser votre image à l'intérieur et en 2 clics, il enlève l'arrière-plan, il n'y a plus qu'à télécharger et c'est bon, l'image est sur l'ordinateur
sans l'arrière-plan. Puis direction Canva pour faire ma pochette. Je crée un projet de 3000 pixels sur 3000 pixels, j'importe tous mes éléments, ma photo avec l'arrière-plan, ma photo sans l'arrière-plan, j'importe mon logo SamiB, je choisis une typo pour You Know It's True, je positionne un petit peu tout ça, et en fait l'idée c'est que j'avais envie d'avoir mon SamiB qui passe derrière ma tête, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir mon Sami détouré, ce qui me permet de pouvoir le positionner juste derrière ma tête et avoir cet effet que je trouve assez sympa. Ensuite, je remodèle un petit peu tout ça pour que ce soit à la bonne taille. Je descends la taille de mes personnages, je rajoute quelques éléments pour étendre mon arrière-plan. Et puis voilà, ma pochette est terminée. Sur mon espace DistroKid, je vais cliquer sur mettre de la musique en ligne. Je regarde bien que tous les services, toutes les plateformes de streaming soient sélectionnés. Je mets une chanson en ligne, c'est un single qui n'a pas été publié auparavant. Je rentre bien mon nom d'artiste, SamiB. Je vois que celui-ci est déjà connecté à mon compte Spotify, à un compte Apple Music, à un compte YouTube Music, Instagram et Facebook. Donc je sais que ce morceau-là ira avec les autres morceaux qui sont déjà sortis sur ces plateformes. Je choisis ma date de sortie pour le 2 août. Après, on a d'autres petites options si on veut de la précommande, si on veut de la synchronisation horaire, etc. Je rentre mon label qui est le Sweet Beat Studio. C'est le label avec lequel je fais sortir toutes mes chansons. Je choisis ma langue en anglais, puis mon genre de musique, à savoir de la dance. C'est important de bien choisir son genre de musique parce que comme ça, il va être intégré dans les bonnes playlists, il va être bien référencé par les plateformes de streaming. Il y a un genre secondaire qui est facultatif, moi j'ai remis la même chose. Ensuite, la pochette, je vais glisser ma pochette ici. Là, vous voyez bien, il faut 3000 par 3000 pixels, c'est pour ça que j'ai fait ça tout à l'heure. Sur Canva, je rentre le titre de ma chanson, You Know It's True. Je continue, donc il n'y a pas d'artiste en featuring, il s'agit de la version normale. Donc j'ai l'aperçu de mon titre qui est déjà là, j'ai déjà un code ISRC, donc c'est là où je vais coller mon code que j'ai copié tout à l'heure. J'ai juste à faire glisser ensuite mon titre dans sélectionner un fichier audio, je pourrais cliquer à aller le choisir, moi je le fais glisser directement. Ensuite, d'autres petites options, est-ce que c'est Dolby Atmos? Non, j'ai écrit cette chanson, donc je dépose ce titre en mon nom. Ensuite, mon nom réel d'auteur-compositeur, donc je mets bien pour musique et paroles et je marque mon vrai nom. C'est important par rapport aux royalties, par rapport à la déclaration. Ensuite, on continue. Parole explicite, non. Il s'agit d'une version radio, non. Ce n'est pas une version instrumentale. Le démarrage de l'extrait, je laisse choisir par les plateformes. Et puis, je valide tout ça. J'attends quelques secondes, je patiente, et voilà, mon titre est prêt pour la sortie le 2 août 2024. Quelques jours après la distribution digitale, mon titre apparaissait dans mon espace Spotify for Artists comme une sortie à venir. C'était donc le moment de pitcher mon titre. Cette option est super intéressante car pitcher un titre augmente tes chances d'être placé dans une playlist éditoriale de Spotify, ce qui peut potentiellement générer énormément de streams. Le pitch, c'est en fait ni plus ni moins qu'un petit texte accrocheur pour définir ton titre qui va être soumis à une équipe de modérateurs et de playlisters. S'il leur plaît et s'il se démarque, eh bien c'est peut-être un placement à la clé dans une playlist populaire. Il est important de bien pitcher ton titre au moins 15 jours avant sa sortie pour qu'il ait le temps d'être passé en revue par l'équipe de Spotify. Dans mon cas, je me suis occupé de faire le pitch 3 semaines à l'avance. J'ai également fait en sorte que mon titre sorte un vendredi et voici pourquoi. Spotify et les autres plateformes de streaming ont des playlists populaires comme New Music Friday qui sont mises à jour tous les vendredis. Sortir un titre ce jour-là augmente donc tes chances d'être inclus à l'une de ces playlists et donc potentiellement peut te donner davantage de visibilité. Par ailleurs, statistiquement, les gens sont plus susceptibles d'écouter de nouvelles musiques le week-end, donc si tu sors un nouveau titre juste avant qu'ils aient un petit peu de temps libre, eh bien théoriquement cela augmente davantage tes chances d'être écouté et d'être partagé. Spotify for Artists offre également la possibilité d'ajouter un canevas qui n'a rien à voir avec le site dont on a parlé un petit peu plus tôt. Un canevas dans Spotify, c'est en réalité une courte vidéo qui tourne en boucle en arrière-plan de ton titre lorsque tu es en train de le streamer. Là
aussi, apparemment, cela augmente le potentiel d'écoute de ce morceau. Donc j'ai fait tout ça et je te montre ça tout de suite. Let's go! Nous voilà sur l'interface de Spotify for Artists. Ici, on va pouvoir faire deux choses. On va pouvoir d'un côté pitcher notre titre pour avoir une chance d'être placé peut-être dans une playlist éditoriale. Et on va ajouter également un canevas. Comme ils disent, bon, ben, les canevas, c'est une petite vidéo qui est associée au titre. Et ils indiquent une vidéo qui est associée à un canevas en moyenne 4 fois plus de chances d'être sauvegardée ou ajoutée à une playlist. Donc on va faire ces deux choses. On va commencer par pitcher donc le titre. Donc voilà, là les deux choses que je peux faire. Je peux pitcher mon titre ici, ajouter mon canevas là. On va commencer par pitcher le titre. Alors, hop, you know it's true. Suivant, on continue. Ville d'origine, je suis bien de Limoges. C'est OK. Sélectionner jusqu'à 3 genres. Alors, on va descendre. Dance Electro. On va trouver notre truc par là. Bass Music, Bassline, Chill Wave. On va mettre Dance. On va mettre Dance. Donc là, je suppose que mon Dance est bien sélectionné. Mais là, j'ai plus Dance, ouais, donc c'est bon. Dance a bien été sélectionné. Qu'est-ce qu'on a d'autre? EDM. On va pouvoir mettre EDM aussi. Allez, on va mettre les deux. Allez, sélectionner jusqu'à 2 cultures musicales. Alors, qu'est-ce qu'on a comme culture musicale ici? Aucune de ces réponses. Hein. 2 ambiances. Alors, détente, on va dire que c'est énergique. Et on va dire que c'est quoi? Que c'est sexy? Allez, on va rigoler, on va mettre ça. C'est jusqu'à 2 styles de titres. Acoustique, ballade, beats, Noël... style de titre, beat. Bon, on va mettre beat, ça, c'est pas mal ça. Les instruments utilisés sur ce titre. Alors, allons-y. On a quoi? On regarde. On a du synthé. On a des samples. On a, je sais pas, de la batterie, quoi. Et on a guitare, basse. Ouais, c'est un peu chelou quand même. S'agit-il d'une reprise? Non. S'agit-il d'un remix? Non. Ou le titre a-t-il été enregistré en studio? S'agit-il d'un morceau instrumental? Non. Non. Langue des paroles. On va aller voir. African, Arménien, Avatar. Anglais. Si, pourtant c'est là. Chelou. Allez, anglais. On est bon. Suivant. Je peux pas aller sur suivant. Pourquoi je peux pas aller sur suivant? Ah oui, celui-ci a été enregistré en studio. Voilà. Allez, parlez-nous de votre processus créatif de vos projets pour le promouvoir. Alors, une pépite dance puissante et efficace, accompagnée de son clip décalé et de sa promotion détonnante. Une pépite dance puissante et efficace accompagnée de son clip décalé et de sa promotion détonnante. L'écouter, c'est l'adopter. Bon, c'est simple, c'est efficace, on va faire ça. Une pépite dance puissante et efficace accompagnée de son clip décalé de sa promotion détonnante. L'écouter, c'est l'adopter. Suivant. Allez, information sur l'artiste, donc on check. On avait un tout, you know it's true, ville d'origine Limoges, ville actuelle Limoges, genre musicaux, dance, EDM, culture musicale, ouais. Énergie sexy, beats, instruments, synthé, batterie, couverture, non, remix, non. Couverture, je pense qu'ils veulent dire reprise. Enregistrement studio, musique instrumentale, non. On parle en anglais de pépite dance puissante et efficace. Ok, donc là on est bon, on pitch. Ok. Et là on va mettre un canevas. Donc le canevas, moi ce que j'ai fait avec le canevas, c'est que j'ai pris simplement mon clip. On te dit là, glisser, déposer un fichier. Donc on nous parle de mettre un format 9/16, donc en format vertical, au moins 720 pixels de hauteur, fichier MP4 ou JPEG, durée 3 à 8 secondes, MP4 uniquement. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon clip, donc j'ai simplement pris un morceau de mon clip que j'ai mis en boucle, enfin que j'ai pas mis en boucle, j'ai isolé 8 secondes du clip, donc vous allez voir, hop, c'est tout simple,
comme ça, tac, voilà. Donc c'est ça, 8 secondes du clip qui vont tourner en boucle, donc ça c'est bon, c'est exporté. Maintenant, donc du coup mon canevas il est là, je vais le prendre et je vais le glisser ici. Et voilà, le canevas il est nickel. Donc votre canevas comporte-t-il du contenu explicite? Non. Prévisualisé pour iPhone X, c'est quoi? Ah ouais, iPhone X c'est juste un petit peu moins large. Et là, on valide. J'accepte bien sûr les conditions qui doivent probablement m'entuper quelque part, mais on les accepte quand même parce qu'on n'a pas le choix. Et voilà, le traitement de votre canevas peut prendre jusqu'à 10 minutes. Vous pouvez fermer cette fenêtre. Hop. Fermé. Et donc voilà, tout est fait. J'ai pitché mon titre, j'ai mis un canevas. Bah, le canevas est prêt. Voilà. Donc le canevas est prêt, le pitch est prêt. Maintenant, tout est bon pour la sortie plateforme. Pour accompagner tout ça, j'ai bien entendu préparé un petit peu de matos, de communication autour de mon titre pour les réseaux sociaux. J'ai commencé la promotion de mon titre en amont, en partageant quelques photos, mais également en créant une page de pré-sauvegarde sur DistroKid. J'y ai ajouté un petit funnel que j'ai créé afin de donner la possibilité aux gens de regarder mon clip en avant-première contre leur adresse mail. La pré-sauvegarde est importante car elle permet à ton titre d'être suggéré directement dès le jour de sa sortie à tous les utilisateurs qui l'auront déjà pré-sauvegardé. C'est un outil qui peut se révéler très utile parce que les algorithmes aiment la réactivité et plus ton morceau va être streamé rapidement, plus cela va augmenter ses chances d'une mise en avant organique par l'algorithme. J'ai également synchronisé les paroles de mon morceau avec DistroKid toujours. Cela permet aux gens de pouvoir lire le texte au fur et à mesure qu'ils écoutent le titre. Là encore, apparemment, cela augmente le taux de rétention. J'ai donc fait tout ça en amont de la sortie et puis pour après la sortie, j'ai préparé d'autres choses comme des petits réels sympas et des petites vidéos cool pour les différents réseaux, pour Insta, pour Facebook et pour TikTok. J'ai donc fait les choses dans les règles de l'art. Maintenant, je croise les doigts pour que cette stratégie fonctionne. Et je suis super content parce que j'ai réussi mon défi à faire tout ça en une semaine. 2 jours et demi pour créer le titre, 1 journée et demie pour préparer, tourner et monter le clip, 1 journée de création de visuels, funnels et matériel promotionnel, 1 demi-journée pour tout ce qui est demande de code ISRC, déclaration SACEM et distribution digitale, et 1 journée et demie pour créer la vidéo que tu viens de regarder. Tout ça c'était intense mais c'était finalement vraiment cool et une super expérience. En tout cas j'espère que tout ça t'a intéressé, t'a motivé, j'espère que le clip t'a plu, que t'as trouvé le morceau sympa. Tu peux écouter et regarder tout ça sur cette chaîne YouTube, tout est sorti au moment où je publie cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de tout le process en commentaire, n'hésite pas également à poser des questions si tu veux avoir davantage d'explications sur un sujet que j'ai abordé, je me ferai une joie d'y répondre. En attendant, pense à t'abonner et à partager cette vidéo si elle t'a plu. Merci pour ton soutien, à très vite, bisous!